À la première question, liée aux incongruités que nous avons soulevées. Le journal libéral, M. Superligue a voulu savoir en quoi consiste pourquoi nous disons que ce sont des incongruités. Effectivement, nous le concevons ainsi tout simplement parce que c'est des actes que le gouvernement pose et qui sont carrément, complètement en déphasage de ce que veut les Togolais et même en déphasage de ce qui est contenu dans la feuille de route. Le gouvernement tire motif de ce qu'il y a une date du 20 décembre qui a été fixée pour des élections et donc il faut escamoter tout, il faut violer toutes les règles, toutes les lois qui sont de bon sens ou bien les lois de la République, il faut les violer pour atteindre un objectif ou bien pour avoir faire une fixation sur une date du 20 décembre. Donc, tout ce que le gouvernement doit faire dans la légalité, ou bien doit faire conformément au bon sens, ou bien le gouvernement y passe. Et nous allons prendre d'ailleurs les réformes, et c'était la question qui était à l'origine de la crise. Le gouvernement, puisqu'on a fixé une date, déjà on le sentait dans la demande du gouvernement, avant même la feuille de route, avec la date du 28 novembre. Le gouvernement a déplacé totalement la question relative aux réformes. Il a détourné, il a fait tout pour détourner l'attention des citoyens et il a ramené le débat sur les élections, comme si les Togolais sont sortis en août pour demander les élections. Et ensuite, nous avons vu le fait qu'il y a des experts qui sont commis pour auditer le fichier électoral. Normalement, après un recensement, il faut ce qu'on appelle le contentieux électoral par rapport à l'enrôlement. Et pour faire courir la période de 72 heures du contentieux électoral, il faut afficher les listes électorales pour que les citoyens puissent savoir qui a été enrôlé et si leur nom figure sur la liste électorale pour ouvrir la voie contentieux. Ça n'a pas été fait. On commet des experts pour auditer le fichier électoral. Aujourd'hui, vous et nous ne connaissons pas le rapport de l'audit. Mais le gouvernement, toujours en faisant la fixation sur la date du 20 décembre, convoque le corps électoral. Nous pensons que c'est une incongruité. Ensuite, le gouvernement sait, après le relevé de conclusion du 23 septembre 2018, le gouvernement savait pertinemment que tel que les relevés étaient libellés, avec la mention des parties prenantes au dialogue, nous avons précision les deux parties prenantes au dialogue, le gouvernement sait qu'il faut qu'il désigne 8 et que la coalition désigne 8. C'était évident. Mais pour essayer de régulariser ou bien maintenir l'UFC, pour l'accompagner dans le processus de recensement, ils ont fait tout pour maintenir l'UFC. Et le gouvernement est sorti même en une conférence de presse pour justifier et déclarer qu'il n'y a ni 7 ni 8 pour la C14, ni 7 ni 8 pour la majorité. Mais, ironie du sort, ce qu'on appelle coup de théâtre, le 8 novembre, le gouvernement revient, alors que la facilitation ne s'était pas encore prononcée. Le gouvernement revient pour élire le 8e membre de la FED. C'est une incongruité. C'est tout simplement, on me dira que c'est un jeu politique, mais ce n'est pas normal. Parce que ça ne peut pas, de cette manière, si on est de bonne foi pour mettre en œuvre la feuille de route, on ne peut pas la mettre en œuvre de cette manière et vouloir résoudre une crise. Et donc, pour nous, les deux ne sont pas encore jetés et nous n'avons pas appliqué. Nous avons une crise. Et nous pensons que la résolution de cette crise ne passera jamais par des élections organisées dans ces conditions. Nous réaffirmons toujours notre postulat de base qu'il faut nécessairement faire des réformes avant de penser aux élections. Et je crois que c'est le mot d'ordre. Et vous allez voir, de toutes les manières, si le gouvernement persiste dans sa logique et organise les élections dans ces conditions, mais je suis sûr que malgré ces élections, la crise ne connaîtra pas une fin. Donc, soit le
le gouvernement, ou les acteurs politiques et la CEDEAO veulent qu'on mette fin à cette crise et ils essaient de voir la réalité en face, de savoir que ce ne sont pas les élections ou l'absence des élections qui font naître cette crise, mais en réalité, cette crise elle vient de l'absence des réformes qui sont prises depuis l'APG en 2006. Et donc, le mot d'ordre au niveau du Front citoyen debout, je crois que sur cette question, nous sommes vraiment très, je ne dirais pas intransigeants, mais nous restons vraiment, c'est des affirmations de principe. Sans la réforme, on ne peut pas penser à une élection. La preuve, c'est que la CEDEAO a donné une date du 20 décembre, le gouvernement fonce tout droit pour dire qu'on respecte la feuille de route, mais nous avons de blocage en blocage. Voilà, donc il faut que le jeu démocratique soit éclairci, poser les règles d'abord, avant de compétir. Pour nous, et pour tout observateur bien averti, les élections ne peuvent qu'être la conséquence des réformes, et non l'inverse. Et ne pas discuter de l'itinéraire, ça c'est une déclaration d'un politique. C'est une déclaration d'un politique. Maintenant, quelles sont les raisons qui motivent cette déclaration et qu'est-ce que nous en pensons? Bon, peut-être que nous ne serons pas les personnes les mieux placées, mais quand vous regardez un peu l'atmosphère politique, la manière dont les organisations politiques et les organisations de la société civile sont traitées, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il n'est pas temps de désobéir? Est-ce qu'il n'est pas temps de désobéir? Est-ce que nous allons toujours continuer à respecter les règles de la République, les lois de la République, alors que ceux qui nous rejoignent s'en fichent pas mal et piétinent ces lois de la République? Ils doivent nous montrer l'exemple. Ils doivent nous montrer l'exemple. Je crois que c'est à ça qu'il faut s'en tenir. Est-ce qu'on peut continuer par se faire le bon enfant? On a déposé une déclaration préalable par M. le ministre, etc. Mais ce sont eux qui sont les premiers violateurs de la loi. Je prends un exemple. Le Front citoyen debout avait déposé une demande pour manifester. La loi oblige le ministre de l'administration territoriale, l'autorité compétente, à appeler les organisateurs pour discuter avec eux sur l'itinéraire. Mais le ministre, il nous a tout simplement envoyé une lettre pour nous dire, ok, avec des motifs qu'on a jugé vraiment fallaceux, qui ne tiennent même pas du tout, pour dire pour nous confiner dans un quartier, sans discussion avec nous. Voilà un peu comment cela se passe. Alors, lorsque vous vous sentez un peu brimé, méprisé, je rappelle ici la disposition même du paragraphe 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est vraiment d'actualité, qui peut être convoqué dans ces genres de situations, c'est qu'il faut que l'individu ou les citoyens soient gouvernés par un régime de droit. Et quand on parle de régime de droit, c'est un état de droit. Donc, il faut que les citoyens soient dirigés, gouvernés par un régime de droit, pour qu'ils ne soient pas contraints à un suprême recours à la révolte et contre la tyrannie de l'oppression. C'est ça. Donc quand vous vous sentez acculé, vous avez passé toutes les canaux, vous avez contacté même toutes les institutions internationales, sur le plan national, sur le plan... On vous accuse comme ça. Mais vous ne pouvez qu'à un moment donné réagir. C'est une manière de vous défendre légitimement. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien, un jour, vous risquez de ne plus vous retrouver. Maintenant, nous réaffirmons au niveau du Front citoyen debout, effectivement, que la CEDEAO traite mal le problème. Ça, c'est clair. Parce que, franchement, ce qui s'est passé, quand moi j'ai lu le communiqué du 9 novembre signé par les facilitateurs, je me dis, mais pas signé, enfin, on a mis les facilitateurs, il n'y a pas une signature, on a mis les facilitateurs. Je me suis posé la question, j'ai lu tous les points. Je me dis, mais la CEDEAO, vous avez commis au moins, vous rassurez quand même que vous avez commis des experts pour auditer le fichier électoral. Ces experts n'ont pas encore produit un rapport d'audit. Mais vous fixez toujours par rapport à la date du 20 décembre. Je crois que le ministre Thibaut Camara avait dit que ce n'était pas une date fétiche. Mais nous constatons aujourd'hui qu'apparemment les facilitateurs ou bien le membre du comité de suivi ne parlent pas de la même voix.
Et pour nous, je pense que par rapport à ce qui s'est passé en 2007, je ne serais pas fatigué d'évoquer la question de 2007, parce que si la crise perdure jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de cette complaisance que la CEDEAO a eue à l'égard des dirigeants togolais, que cette crise a perdu jusqu'aujourd'hui. Maintenant, est-ce que ce principe est en phase avec le comportement ou bien l'attitude ou bien la pensée des partis politiques? Je crois que les groupes qui viennent nous délivreront beaucoup plus, parce que là, il faut voir ce qui va arriver. Mais pour moi, il ne faut pas vraiment se voiler la face. Si on ne fait pas les réformes, c'est clair que toute tentative d'organiser les élections, on va rencontrer toujours un blocage. Ça, c'est clair. Et puis, je ne sais pas pourquoi, si on veut sortir définitivement de manière durable de cette crise, on ne peut pas prendre le temps de faire des réformes. Je ne sais pas pourquoi. C'est toujours cette course effrénée vers les élections. On dit qu'il faut faire les élections. Et quand on y va, on conteste, la répression s'ensuit, et puis les négociations s'ensuivent, on a un nouvel accord, et puis le cycle infernal recommence. C'est pourquoi, même si les partis politiques ne verront pas cette question de cette manière, la société civile réaffirme le principe selon lequel nous l'avions affirmé en 2015. Les gens ont passé outre. En 2015, nous avons affirmé que sans les réformes, on ne doit pas organiser les élections. Les gens ont passé outre, et y compris les partis politiques dont vous parlez. Aujourd'hui, nous sommes en plein pied dans une crise. Voilà, donc moi je crois que aux partis politiques d'être visionnaires, de savoir vraiment ce qui tient pour 2020. Voilà, annoncer sur les réseaux sociaux. Je comprends, je ne sais pas bien, mais bon, pour nous, il n'a pas venu ici bien écouter les Togolais, voir un peu comment ça se passe. Ce serait bien. Mais nous écoutons quand même dans les coulisses. Enfin, c'est vrai que ça peut être des rumeurs, mais nous connaissons un peu la position au moins de quelques chefs d'État qui sont proches du Togo. Nous connaissons un peu le rôle de chacun dans la révision de cette crise. En 2015, je crois qu'il faisait partie de la délégation qui soit venu demander à l'opposition d'aller aux élections, et après les élections, on va faire les réformes. Il fait partie. Il est là. Mais ce qui est, je crois que les Togolais aussi doivent être un peu lucides et un peu éclairés, y compris même les personnes qui reçoivent un conseil de ce genre. Nous avons suivi tous une vidéo d'une dame qui disait, mais en Côte d'Ivoire, le président Ouattara a annoncé son départ en 2020. Il dit qu'il va transmettre le pouvoir à la nouvelle génération. Alors, ne va-t-il pas se contredire en ne demandant pas à son homologue togolais qui est venu au pouvoir avant lui? Parce que Ouattara est venu au pouvoir en 2010, en 2011. Le président Faure était depuis 2005. Les deux cerveaux sont venus dans un bain de sang, c'est leur dominateur commun. Ils ont aujourd'hui des prisonniers politiques. Le président Ouattara en a libéré plus de milliers. Il a libéré plusieurs prisonniers politiques chez lui. Chez nous, on a que quelques quarantaines ou cinquantaines. On ne veut pas les libérer. Donc, bon, c'est pas pourquoi il va vouloir faire la paix chez lui et il ne veut pas attiser le feu chez nous. Ce serait vraiment quand même dommage. Mais on attend ça de lui. Je viens de la prendre fois. On attend ça de lui. Bon, pourquoi? Sur les mobilités, je pense que je voudrais juste dire que les mobilités, c'est une naissance. Et nous avons vu seulement que le comportement de ce gouvernement dans le processus électoral. Le nouveau n'est pas indépendant parce que 2018, un pays est indépendant depuis 58 ans et aujourd'hui il organise des élections comme ça. Si vous êtes un partenaire responsable, vous devez le reprocher. Vous devez lui dire la vérité. Parce qu'au processus, il y a une logique donnée. On ne peut pas convoquer un corps électoral et penser que le corps électoral, il doit être derrière tel tour. C'est un corps électoral, c'est une union du monde, le gouvernement. Combien de Togolais participeront aux élections? Je ne suis pas sûr que le ministre de la Gestion électorale va venir. Et c'est dommage. Ce n'est pas un corps électoral qu'on va convoquer comme ça. Et surtout, quelque part, on ne connaît pas. Et puis lorsque vous suivez ce gouvernement qui fait deux conseils de ministres, et donc il convoque le corps électoral après bien fixer les réformes
qui a connu son indépendance pendant 8 ans, et qui organise des élections comme ça, comme si c'était l'État qui venait de mettre ses hommages. Et par rapport à la question de l'UPC, de la monsieur, vous demandez est-ce que nous sommes en phase avec les partis politiques. Les partis politiques parlent au nom du peuple. S'ils sont sincères, ils doivent rejoindre notre position. Nous ne pouvons pas rejoindre la position des partis politiques. Nous disons les réformes avant les élections. C'est à eux de savoir que le peuple dont ils parlent, c'est nous, les forces de l'autonomie, la société civile. Mais si les partis politiques vont aller faire autre chose ailleurs, donc ils ne parlent plus au nom du peuple. Nous sommes la société civile, nous disons que tout ce que nous avons subi au Togo, sans les réformes, nous sommes en train d'aller du droit au but. Et donc nous aurons compté des morts pour ce que nous avons fait en 2005. Les réformes d'abord. Et là, nous discuterons des conditions normales d'une élection. Et nous serons les conditions, personne n'est en France. Je vous remercie. Au cas où la C14 accepterait les 3 jours de prorogation, j'aimerais dire que si la C14 accepte cette prorogation, ce qui me semblerait vraiment bizarre, parce que jusqu'ici, je ne vois pas les raisons qui les motiveraient à accepter une telle prorogation, mais je vais en parler à leur nom. En tant que membre de la société civile que je suis, je crois que pour les raisons que nous avons évoquées, toutes les incohérences que nous avons notées, il va de soi que nous n'allons pas sur le fait qu'eux, ils acceptent d'aller en cette prorogation, ou bien qu'ils acceptent de présenter leur candidature. Et nous allons continuer par nous mobiliser pour appeler les gens afin que les réformes soient avant les élections. Je crois que le peuple est souverain et si nous nous mobilisons, la question va revenir. La mobilisation du peuple va être déterminante en ce moment pour permettre à ceux qui comprennent que nous voulons les réformes et non les élections. Les réformes, on les a toujours tenues et nous tous on a vu ce que ça nous apporte. Cette fois, si nous voulons bien faire les choses, si nous voulons bien faire, je crois qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de compromis qui tienne. Pourquoi est-ce que nous allons accepter les 3 jours de recensement alors qu'on a demandé à toute une population de ne pas se faire recenser pendant 2 semaines? Je crois qu'il n'y a vraiment pas de raison et que si cela advenait, la société civile va continuer par se mobiliser et nous allons dénoncer ça avec notre plus grande rigueur. Ce que Aïcha vient de dire, nous, au Front Citoyen Togo, nous ne visons pas la conquête du pouvoir. Ce n'est pas notre inquiétude, ça. Ce n'est pas notre préoccupation. Nous ne visons pas la conquête du pouvoir. Nous restons seulement sur l'opposition. Mais au sein de l'opposition, si aujourd'hui l'opposition dit bon, allez pour les 3 jours de recensement, allez-y. Je voulais juste vous rappeler qu'au sein de l'opposition, il y a des gens qui, depuis 1993, courent après la conquête du pouvoir. Depuis 1993. Ce n'est pas parce qu'entre-temps, ils ont fait partie du gouvernement, ici et là, qu'ils vont dire qu'ils ont obtenu ou bien qu'ils ont acquis le pouvoir. Donc c'est pour dire que si aujourd'hui nous nous disons il faut d'abord les réformes avant les élections, nous c'est la préoccupation du peuple qui nous incombe. Si l'opposition veut aller et une fois encore rester à mi-chemin, laisser le pouvoir aux mêmes personnes, ça c'est leur problème. Mais nous continuerons toujours à dénoncer ce qui doit être dénoncé. C'est ce que moi je voudrais ajouter. Maintenant, il y a le temps. Et lorsque nous disons le comportement de ce régime, tous ceux qui connaissent l'accord cadre de l'ONU 1999 et les élections de 2002 doivent savoir que c'est dans le même schéma que le régime se suffit. Et le ministre Barra a déjà dit qu'ils iront aux élections sans les partis politiques qui sont là et qui disent qu'ils veulent les réformes. Mais nous nous disons que nous n'avons plus croisé les bras et regarder ce régime aller aux élections par un simple prétexte. Ils mentent. Ils n'iront pas aux élections. Soit nous irons tous aux élections et c'est des élections crédibles où chaque acteur va se prononcer, ou soit nous allons attendre tous pour que les conditions soient normales. Mais dire que les Congolais vont conserver un simple boycott. En parlant de conditions, je ne
vais pas pour dire, vous faites enregistrer à Corée-Sewa, vous avez votre nom à Dibolo. Je ne vais pas là-bas. Et je ne vais pas parler du fait même que après le recensement, le téléphone qui sonne là. Vous pourrissez le un exemple. On leur donnera les 3 jours. Ils vont aller se faire recenser. Mais ils n'auront pas des listes pour vérifier si oui ou non leur nom figure. Donc, ils n'auront pas le droit à un contentieux. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que aujourd'hui, il y a des experts. Il y a des experts qui ont été désignés par la CEDEAO pour auditer le fichier électoral. Nous n'avons pas le rapport de cet expert. Maintenant, on va où? Maintenant, pour revenir peut-être à avoir l'œil d'un politique, la série n'est pas encore composée. C'est vrai, on a les 8, ok. Même si les 8 prêtent serment aujourd'hui et viennent à la série, le code électoral dit que les démembrements de la série, à savoir les séries et les CLC, se sont composés à l'image de la série. Donc il faut que les membres des partis politiques soient dans les séries et des CLC, c'est-à-dire les commissions de liste et cartes. Mais comment ça va se faire? Comment l'opposition va prêter serment? Si les membres de la C14 prêtent serment, ils prêtent serment, ils vont aller dans les CLC, je ne sais pas combien de CLC il peut en avoir, mais il faut compter par milliers sur toute l'étendue du territoire. Quand est-ce qu'on va les déployer? Et je crois que le recensement commence déjà le 16, juste samedi prochain. Donc, franchement, on va où? Donc, c'est-à-dire qu'il est clair que la manière dont les choses sont organisées, non, franchement, c'est révoltant. C'est révoltant et je crois que dans un pays normal, c'est pourquoi en l'analyse, nous disons que c'est pas normal. Même si vous avez un instinct congénital de conservation de pouvoir, agissez quand même d'une manière habillée quand même. Donc c'est toute une bagaille. M. Abdou vient de le dire, c'est pas possible qu'un État puisse organiser les élections dans ces conditions. C'est une bagaille. On n'est pas dans une république. C'est pas normal. Et c'est comme ça, ceux qui seront élus vont venir, qui sont nos dirigeants. Mais c'est quoi ça? Quand même.